Bienvenue à votre magazine sur les vifs. Nous allons parler aujourd'hui d'un problème de santé publique, à savoir le rapport entre la comorbidité et les coronavirus. En effet, l'hypertension et le diabète augmentent le taux de létalité du coronavirus. Comment s'en prémunir? Comment les prévenir? Nous recevons pour vous des médecins du ministère de la Santé, les docteurs Emmanuel Limbolé, qui s'occupe de la prévention des maladies cardiovasculaires, le docteur Danilo Miakala, qui est vice-président de la commission communication des risques et engagement communautaire, et le docteur Jean-Claude Dimbelolo, responsable du programme national de lutte contre les diabètes. Nous allons commencer par vous, docteur Danilo Miakala, parce que il va falloir expliquer d'abord les concepts et la communication. C'est aussi un peu votre domaine. Quelque part, vous êtes un confrère. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que la comorbidité? Dans le contexte de la COVID-19, comorbidité est un terme qui désigne des maladies sous-jacentes ou des maladies que l'on trouve en même temps que la COVID-19 et les patients qui ont été diagnostiqués COVID-19. C'est pour ça qu'on parle de comorbidité. Donc, c'est des maladies qui sévissent ou qui sont présentes en même temps chez une même personne. Et dans le cas particulier, parlant de l'hypertension et du diabète, c'est deux maladies qui peuvent aggraver le tableau de Covid et même entraîner la mort. Oui, nous avons évoqué avec vous, parlant de coronavirus, Covid-19, j'ai mon masque que j'ai mis de côté juste pour le besoin de l'expression facile. Mes invités gardent les leurs et donc nous sommes en pleine période de prévention contre le coronavirus. Portez vos masques, c'est très important pour votre vie. Alors, nous avons évoqué avec vous les chiffres en rapport avec les taux de létalité entre les maladies, en parlant de l'hypertension, le diabète, et ces mélanges avec les coronavirus. Vous m'avez présenté quelques chiffres, notamment qu'il y a un pourcentage fort élevé quand il y a ces mélanges-là. Oui, je pense que mes confrères diront un peu plus de choses que moi sur leur spécialité. Mais le fait est que, de manière générale, nous pouvons souligner que dans la plupart des cas, 80% environ, les malades de coronavirus ne présenteront que des tableaux relativement bénins. Mais dans 20% des cas, ils présenteront des formes modérées ou sévères. Et il a été effectivement constaté que dans environ 90% des cas de forme sévère, il y a une comorbidité qui est présente et qui augmente fortement le risque de décéder de la COVID-19. D'accord, je vais justement parler avec le docteur Emmanuel Limbolé qui s'occupe de la prévention de maladies cardiovasculaires. Docteur, pour les cas de l'hypertension, parce que vous vous occupez des maladies cardiovasculaires, en quoi est-ce que l'hypertension devient un accélérateur des décès lorsque on est atteint des coronavirus? Sur un échantillon pas très large, hein, de moins de 500, mais on s'est rendu compte que parmi eux, parmi les personnes qui sont décédées, 30% portaient le diabète, 39% portaient l'hypertension artérielle. Sans oublier qu'il y en a qui pouvaient porter les deux. Et donc, c'est principalement cet argument-là. Et il faut également savoir que lorsque on est hypertendu, on est exposé à bien d'autres complications. Parce que l'hypertension entraîne des problèmes cardiaques, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde. L'hypertension entraîne des problèmes au niveau des reins, l'insuffisance rénale. L'hypertension provoque des problèmes au niveau vasculaire de façon générale, et spécialement au niveau du cerveau, les AVC. Et donc, ces complications liées à l'hypertension fragilisent l'organisme. Non, liées à l'hypertension. L'hypertension
entraîne des complications. Et ces complications fragilisent l'organisme. Et lorsque l'organisme est fragilisé, il est très affaibli et donc il est susceptible d'être frappé par n'importe quelle maladie, que ce soit des maladies infectieuses principalement. En ce qui nous concerne, c'est la COVID-19. Et donc, vous avez donc ces terrains fragilisés par l'hypertension et ses complications qui expliquent que la personne soit susceptible non seulement de contracter la maladie, mais surtout de présenter une forme sévère et au-delà de présenter le décès. Donc voilà un tout petit peu le lien. Donc c'est comme si l'hypertension était un terreau fertile sur lequel pousserait facilement la COVID-19. En termes techniques, on peut dire qu'il se comporte là comme un facteur de risque de sévérité de la maladie COVID-19 et un facteur de risque de létalité. Tout à fait. Alors, docteur Danilo, plutôt docteur Jean-Claude Dimbelolo, la même question en ce qui concerne le diabète, parce que c'est aussi votre spécialité, vous êtes diabétologue. Les diabètes tendent-ils à rendre les personnes plus fragiles face à la COVID-19 ? Pourquoi ? Comment ? Merci. Comme une fois, je voudrais vous remercier de l'attention particulière que pour le moment, toute la presse du pays, et je voudrais aussi remercier à travers cette émission, votre présence, l'OMS, comme a dit mes prédécesseurs, et l'UNICEF en particulier, d'avoir pu se réveiller vraiment concrètement à ces jours pour appuyer les deux programmes. J'ai cité le programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires que Dr Limbole, qui est à mon extrême droite, représente, et aussi le programme national de lutte contre le diabète que je représente. Votre question va droit au but, en ce sens que le diabète est l'une des pathologies. Quand cette personne vit avec cette pathologie, il a un grand risque de présenter presque toutes les maladies qui existent. Dr Limbole venait de le dire, le diabète, par définition, pour que les gens comprennent, donc c'est une personne qui a un taux élevé de glycémie, comme les gens parlent de façon vulgaire, le sucre, ils parlent de sucre dans le sang, c'est élevé. Donc une valeur élevée de façon chronique. Sans traitement, la valeur restera élevée. Et le fait que ces taux de glycémie restent élevés dans le sang, ça constitue une toxicité. Donc le fait d'avoir des valeurs élevées de glycémie, c'est comme du poison. Je dis, je pèse mes mots, c'est pas comme c'est du poison. Parce que ces taux élevés de sucre détruisent votre cerveau progressivement, détruit vos yeux progressivement jusqu'à conduire à la cécité, détruit votre cœur progressivement, comme Dr Limbole l'a dit, détruit vos reins progressivement, et en plus, pour nous les hommes, vous avez un grand risque de devenir impuissant par rapport à la vie sexuelle. Et chez la femme, a un risque fréquent de faire ce qu'on appelle des infections génitales à répétition. Pour dire quoi? Répondre droit à votre question. Quand quelqu'un présente un diabète, nous le disons à nos patients, ils doivent tout faire pour améliorer la glycémie. Pourquoi? Quand vous avez des valeurs de glycémie élevées dans le sang, je m'excuse de le dire clairement, vous êtes comme si quelqu'un a un déficit immunitaire. Parce que dans le diabète mal soigné, la personne présente ce qu'on appelle un déficit par rapport à l'immunité macrophagique. Donc pour nous les hommes, pour nous défendre contre les infections, nous avons deux types de cellules, deux types d'immunité. Il y a l'immunité qui nous permet de produire des anticorps, ça va, ça qu'on appelle immunité cellulaire, immunité humorale. Et il y a une immunité qui nous permet, quand vous avez des corps étrangers dans les corps, donc une infection, de bouffer ces corps étrangers. Ça, on appelle une immunité macrophagique. Alors, chez la personne qui est diabétique, il présente ces troubles de l'immunité. Donc, sa capacité à se défendre contre les infections diminue. Et l'effet d'avoir les taux élevés de glycémie
Le sucre, c'est une source énergétique. Donc, ça permet aux microbes, à l'envahisseur, d'avoir suffisamment d'énergie pour se multiplier. Voilà, en résumé, vulgairement, pour que tout le monde comprenne, dans le fait d'être diabétique, c'est un grand risque d'aggraver votre situation. Ok. Alors maintenant, on voudrait évidemment, ça peut paraître technique, mais est-ce que c'est par rapport à toutes les infections de manière générale, ou bien que par rapport à la COVID-19? C'est par rapport à toutes les infections. Et Covid, c'est l'une des infections. Et diabétique mal soigné, vous avez un grand risque de faire la forme grave. Et par rapport à ce que vous disiez, je voulais corriger un peu le terme, c'est la létalité. Ça va, nous sommes entre nous médical, vous n'êtes pas du médical, et c'est juste pour porter une correction, c'est d'augmenter la létalité, d'aggraver. Dans le fait que vous tombez dans une situation grave qui peut conduire à la mort. Docteur Danilo Miakala, je reviens à vous. C'est vrai, c'est préoccupant. Il est clair qu'on ne va pas attendre des tombées dans un cas ou dans l'autre. Je parle du diabète et de l'hypertension, et y compris même le coronavirus Covid-19. Voilà pourquoi est-ce que sur ce plateau, vous portez votre masque, parce que le message est respecter les gestes barrières, la distanciation sociale. Et donc, nous sommes en pleine période de Covid-19. Donc, on gagnerait déjà à respecter les gestes barrières, donc pour ne pas être infecté. Mais cela dit, lorsque on regarde les deux tableaux évoqués par vos voisins de gauche et droite en ce qui concerne le diabète et l'hypertension, et ces mélanges avec la Covid-19, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que on se rend compte que c'est un véritable danger pour la santé publique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? D'accord, merci. En résumé, je mettrai l'accent sur trois choses. La première chose, c'est que nous nous sommes rendus compte, après l'exposé de mes deux collègues ici, que nous sommes dans une situation où il vaut mieux agir de manière préventive qu'attendre de tomber malade pour se faire soigner. Et nous savons que dans un pays comme le nôtre, où les ressources sont limitées, heureusement que nous avons l'appui de nos partenaires, OMS et UNICEF notamment, il vaut mieux agir en amont. Et la campagne que nous sommes en train de mener, justement, s'inscrit dans la prévention. Nous communiquons sur le risque lié à l'hypertension et au diabète, en disant qu'à partir déjà de l'âge de 30 ans, la plupart d'entre nous sommes exposés, les collègues l'ont dit, qui sont des maladies chroniques non transmissibles, mais qui sont liées la plupart du temps à plusieurs facteurs, notamment l'alimentation, notamment le travail que nous faisons, et tant d'autres sur lesquels ils pourront me compléter. Alors, nous pensons nécessaire donc de se faire dépister pour connaître exactement son état ou son statut face à ces deux maladies. Et la campagne actuelle qui se fait aussi bien à travers les médias, où nous diffusons des spots et nous tenons des émissions comme celle-ci, se fait également à travers les relais communautaires dans les zones de santé qui, eux, passent dans les ménages pour expliquer un peu plus en profondeur l'importance de se faire dépister. Vous avez suivi dans des pays comme les États-Unis, c'est vrai que ce sont des chiffres provisoires, que la communauté la plus atteinte, c'était la communauté noire, et essentiellement les personnes souffrant d'hypertension, de diabète ou d'obésité. Alors, dans notre contexte, les chiffres dont nous disposons étant relativement faibles à ce stade, cette campagne est l'occasion pour nous de permettre à chacun de connaître son statut et de mieux se protéger par rapport à ces deux maladies. Vous sachant diabétique ou vous sachant hypertendu, je pense que ça vous rendra responsable pour prendre des précautions pour éviter d'attraper la COVID-19.
puisque, comme les deux collègues vous l'ont dit, ces deux terrains favorisent la survenue des formes sévères et favorisent également la mortalité ou la létalité liée à la COVID-19. Donc, nous mettons l'accent vraiment sur la communication, puisque la prévention ne nous coûte pas grand-chose, et nous rappelons aux gens que le contexte de levée de l'état d'urgence ne signifie pas que la COVID-19 a été vaincue dans notre pays. Vous constatez, je pense, à travers les médias internationaux, que à travers le monde, plusieurs pays reviennent à des mesures encore plus sévères que celles... La France est passée même à un couvre-feu. Donc vous voyez que dans ces pays, par exemple, précédemment, il y avait un simple confinement général, mais maintenant, on va jusqu'à un couvre-feu, qui veut dire que même l'armée ou la police peut intervenir pour obliger les gens à rester chez eux. Et donc chez nous, n'ayant peut-être pas autant de moyens que les autres, nous pensons qu'il faille mettre l'accent sur l'aspect préventif. Mettons l'accent sur le respect des gestes barrières que vous avez énumérés, mais nous mettons également l'accent sur le dépistage. Et j'insiste que ce dépistage se fait gratuitement à travers des structures sanitaires qui vous seront énumérées tout à l'heure. Et nous sommes en discussion avec nos partenaires pour étendre ce dépistage, même dans les milieux de travail, éventuellement dans les milieux de culte, si les moyens le permettront. Alors, docteur Emmanuel Limbolé, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que la cible de cette sensibilisation se situe à 30 ans, par exemple en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Oui, merci pour cette question. Encore une fois, on se base sur les statistiques. C'est un argument essentiellement épidémiologique. Et donc, l'hypertension, la fréquence, la prévalence de l'hypertension augmente avec l'âge. Chez les tout jeunes, il est rare de trouver l'hypertension. Avant 30 ans, avant 20 ans, si un jeune présente une hypertension, c'est habituellement une hypertension secondaire, c'est-à-dire une hypertension qui s'est greffée sur une maladie qui entraîne l'hypertension. Et donc la gestion, le traitement de cette maladie peut faire disparaître l'hypertension artérielle. Juste une curiosité, docteur. L'hypertension n'est pas héréditaire. Vous avez dit que ce n'est pas une maladie transmissible. Elle ne répond pas à la loi de l'hérédité mendélienne, par exemple. Mais l'hypertension est multifactorielle. Et parmi ces facteurs, il y a des facteurs génétiques. Alors, quand il y a des facteurs génétiques, la transmission n'est pas automatique. Donc, ça détermine un certain risque. Si vos parents ont été hypertendus, vous avez un certain risque, vous avez un peu plus de risques à faire l'hypertension que quelqu'un d'autre dont les parents ne l'ont pas été. Alors, en plus du risque lié au fait que vos parents ont été hypertendus, il y a d'autres facteurs environnementaux qui peuvent intervenir pour que l'hypertension puisse apparaître en vous. Donc, il n'y a pas une transmission automatique. C'est pour cela qu'on parle de maladies non transmissibles. Alors, donc, je voulais dire par rapport à l'âge, il y a, par rapport à la cause, à l'étiologie, il y a deux types d'hypertension. Il y a l'hypertension qu'on appelle essentielle, donc qui n'a pas de cause évidente. C'est cette hypertension qui est liée à plusieurs facteurs, notamment l'hérédité, d'une certaine façon, et les facteurs environnementaux. Mais il y a l'hypertension qu'on appelle l'hypertension secondaire, c'est lié à une cause, une maladie rénale, une maladie endocrinienne, etc. Là, on peut l'observer à n'importe quel âge, même chez les moins de 30 ans. Mais l'hypertension la plus fréquente, l'hypertension essentielle, qui constitue plus de 80-90% des hypertendus. Donc, dans le monde, l'hypertension secondaire ne représente qu'autour de pas plus de 10%. La plupart des hypertendus dans le monde font ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle. Et celle-là vient avec l'âge. C'est pour cela qu'on a pris l'âge de 30 ans, parce que c'est à partir de cet âge-là, à peu près, que l'hypertension, avec des facteurs environnementaux, vous savez, on commence à prendre du poids,
à partir de à peu près autour de 30 ans, lorsque la personne a fini ses études, il commence à travailler, il s'est marié, c'est la bonne vie qui commence, on prend du poids. Et le poids est un facteur qui expose et au diabète et à l'hypertension. Bon, c'est en ce moment-là que commencent également les responsabilités. Et le stress. Voilà. Il y a les responsabilités, voilà. Les responsabilités ont un coronaire, c'est le stress. Le stress également est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, et spécialement de l'hypertension artérielle. Et bien d'autres facteurs qui peuvent s'ajouter à ça. Et donc, on remarque qu'à partir de cet âge-là, l'hypertension apparaît, la prévalence augmente, et lorsque vous allez au-delà des 50, 60 ans, les statistiques montrent qu'on peut atteindre jusqu'à 50% des hypertendus. Et au-delà des 80 ans, c'est plus de 50% des personnes qui sont hypertendues. Et donc, le facteur âge est un élément important. C'est pour cela qu'on a ciblé les adultes à partir de 30 ans. Et 30 ans, ce n'est pas quelque chose de très fixé, parce qu'il faut quand même prendre un âge. Ça ne signifie pas qu'à 28 ans, quelqu'un ne peut pas faire l'hypertension. Il peut le faire, mais il faut quand même que finalement, on détermine un âge pour faciliter le travail. Donc, c'est en d'autres termes un choix méthodologique, mais qui a tout son sens, qui se base sur le fait que la plupart des hypertendus, on le sent plutôt réguliers. D'accord. Docteur Jean-Claude Dimbélolo, je suis tenté de vous poser aussi la même question, parce que finalement, cet échantillonnage est valable aussi pour les cas de diabète, 30 ans jusqu'au-delà. Donc, on peut penser que les diabètes se manifestent aussi à partir de cet âge et beaucoup moins en deçà. Oui. Vous prenez vraiment précisément tout ce que Dr Dimbélolo venait de dire par rapport à l'hypertension, et ça s'accompagne aussi par rapport à tous les éléments qui apparaissent chez nos diabétiques. Alors, l'âge de 30 ans, c'était un âge que nous avons ensemble, les deux programmes avons choisi, parce que quand vous avez un budget, il faut aussi avoir le maximum de résultats. Et pour avoir le maximum de résultats, il faut cibler. Si vous ne ciblez pas, on risque de produire quelque chose qui n'est pas correct. Donc, pour nous, en diabéto, nous répartissons le diabète en deux grands groupes, si on peut le dire comme ça. Bien sûr, je ne vais pas en détail, ça va? Il y a ce qu'on appelle le diabète du type 2, qu'on appelle le diabète des adultes, et le diabète du type 1, qu'on appelle le diabète des enfants. Ça va? Alors, par rapport toujours aux statistiques, nous voyons qu'à partir d'un âge de 30 ans et plus, déjà, on peut faire ce qu'on appelle le diabète du type 2. Et à partir de 30 ans et moins, on peut présenter ce qu'on appelle le diabète du type 1. Et les diabètes du type 1, par rapport au volume ou bien au pourcentage de tous les diabétiques, représenterait, ça dépend du pays, une valeur de moins de 5%. Plus ou moins 5%. Donc les 95% serait le diabétique du type 2. Alors, les types 1, pour les dépister, c'est facile, parce que la clinique souvent est claire. L'enfant va commencer à présenter ce qu'on appelle une polyurie, polydipsie, va commencer à uriner beaucoup, l'amaigrissement. Donc, en peu de temps, 2-3 semaines, on peut facilement retrouver cet enfant qui est diabétique. Donc, raison pour laquelle, à partir de 30 ans, nous avons pensé par rapport aux moyens mis par l'UNICEF et l'OMS, nous pouvons déjà avoir un cible pour avoir le maximum de résultats. Voilà un peu les concepts pour lesquels nous nous sommes arrangés pour prendre moyenne l'âge de 30 ans. Mais comme le docteur l'a dit, 30 ans n'est pas fixe. Nous pouvons voir quelqu'un qui a un âge, qui a 25 ans, 28 ans, mais qui présente certains facteurs de risque. Exemple, il a un problème de surpoids ou d'obésité. Ou bien dans sa famille, il y a des antécédents de diabète, de l'hypertension. Donc ce sont des gens aussi qui peuvent passer au test par rapport à l'hypertension, passer au test par rapport au diabète pour le dépistage. Merci beaucoup, docteur Jean-Claude Dimbélolo. Je reviens justement au docteur Danilo Miakala. Tout à l'heure, vous avez dit que la prise en charge, en fait, le dépistage est gratuit. Il est bon de savoir où est-ce qu'on peut se faire dépister. Parce que ici, je rappelle peut-être à ceux qui nous suivent en route que cette émission, en fait, s'intéresse
à la combinaison de la Covid-19 et les diabètes et l'hypertension, en fait, ce qu'on appelait tout à l'heure la comorbidité. Alors, où est-ce que on peut se dépister? Et ça se passe pour l'instant qu'à Kinshasa ou plus loin que Kinshasa? Alors, à ce stade, la campagne a commencé par la ville de Kinshasa. Une dizaine de structures sanitaires ont été choisies pour assurer ce dépistage. Parmi les structures qui, déjà en temps normal, en dehors de la campagne, prennent en charge les cas de diabète et d'hypertension. Je peux vous citer notamment l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Je peux vous citer l'hôpital Saint-Joseph à Limité. Je peux vous citer le centre médical Mangaï aux environs du rond-point Victoire. Je peux vous citer également le centre médical Bangou à Delvaux, à côté de l'église Saint-Sacrement, et d'autres structures que mes collègues vont compléter tout à l'heure. Donc ce sont des endroits où nous pouvons nous présenter librement et gratuitement pour passer le test de glycémie, mais aussi se faire prélever la tension artérielle pour savoir si elle est normale ou si elle est élevée. D'accord. Justement, je vais poser la question au docteur Emmanuel Limboli. En ce qui concerne la prise en charge, le dépistage est certes gratuit, mais la prise en charge, elle se passe comment? C'est quoi pour les cas des patients souffrant, par exemple, de maladies cardiovasculaires? Ça va être quoi la prise en charge dans les cas de cette campagne? Voilà. Dans cette campagne, il y a trois volets. Il y a la sensibilisation, il y a le dépistage, et le troisième volet, c'est le volet justement prise en charge. Nous profitons de cette opportunité pour encore une fois remercier nos deux partenaires, l'OMS et l'UNICEF, qui ont mis de moyens pour disponibiliser, pour rendre disponibles gratuitement des médicaments essentiels pour la prise en charge de l'hypertension et pour la prise en charge du diabète. Alors concrètement, comment on procède? Pour ceux qui viennent au dépistage, après la sensibilisation, ils passent par le dépistage. Ceux qui sont découverts hypertendus ou diabétiques et qui, d'une certaine façon, répondent aux critères de précarité. Vous savez, chez nous, la précarité concerne, j'imagine, plus de la moitié de la population. Alors, ceux-là qui viennent et qui sont découverts pour la toute première fois, ils sont éligibles au traitement gratuit. Donc, on leur donne non seulement des conseils, mais également un lot de médicaments pour un début de prise en charge. Évidemment, les choses pourront être structurées par la suite. Ça relève de l'État, hein, du gouvernement. C'est dans des projets, mais concrètement, actuellement, les moyens de l'État ne permettent pas de prendre gratuitement les hypertendus et les diabétiques, vous le savez. Mais dans le cadre de la campagne, nos deux partenaires ont permis que les personnes dépistées puissent bénéficier d'un traitement gratuit lors des premières semaines de la découverte de la maladie, quitte à ce que par la suite, qu'ils cherchent le moyen de se prendre en charge. Mais d'abord, dans un début, on vous découvre hypertendu, on vous trouve avec des chiffres élevés, on ne va pas vous laisser partir comme ça, parce qu'il se peut que vous n'ayez aucun rang dans votre poche, et donc on donne des médicaments pour cela, aussi bien pour les hypertendus que pour les diabétiques. Donc c'est prévu, les médicaments existent. Et même au-delà des médicaments, à notre demande, nos partenaires ont rendu disponibles certains équipements, notamment les appareils d'électrocardiogramme, les appareils d'ECG. C'est important pour le dépistage de maladies et de complications au niveau cardiaque. Merci beaucoup. Nous allons terminer par le docteur Jean-Claude Dimbelolo. Je rappelle que nous allons retenir que si vous êtes
diabétique, si vous êtes hypertendu, vous êtes davantage plus exposé à la COVID-19, surtout si vous ne connaissez pas votre statut. Alors, nous allons terminer par vous, docteur, justement, parce que dans nos habitudes sociales, on a l'impression que aller voir les médecins dans une démarche préventive provoque parfois même la maladie. Donc, du coup, on n'a pas trop envie d'aller voir les médecins n'importe comment. Alors, vous avez un message par rapport à tous ceux qui peuvent être dans cette fourchette 30 ans et plus et qui se disent, mais est-ce que c'est nécessaire que je puisse y aller? Beaucoup de surprises. Mais si je voulais encore revenir par rapport aux propos que mes co-débatteurs ont ajoutés, je pense que c'est très important. Le but de cette émission, c'est pour aussi la sensibilisation. Donc ça fait partie des volets sensibilisation. Donc, dans les premiers volets sensibilisation, à part la presse que vous êtes et qui nous permet de faire cette émission, la sensibilisation se passe aussi au niveau des zones de santé. Vous savez que la zone de santé, c'est l'élément de base dans la prise en charge sanitaire au niveau d'un pays. Donc, tous les médecins-chefs de zone sont concernés à travers ce qu'on appelle les animateurs communautaires et les relais communautaires. Normalement, les messages à travers les zones de santé, ce sont les relais communautaires qui doivent relayer le message au niveau de toutes les avenues. Ça va? Kinshasa est vaste, on ne savait pas aller au niveau de toute la ville, mais le projet est là pour atteindre tous les pays. Alors, dans le volet sensibilisation, il y a un élément important. L'OMS et l'UNICEF ont mis à la disposition de la population des affiches, des dépliants, pour que quand une personne vient se faire dépister, on lui remet quand même un document par rapport à la sensibilisation au Covid-19. Là, c'est toujours dans le volet sensibilisation. Donc, je demande au niveau des zones de santé, le message que j'ai à faire, que les relais communautaires, qui sont des relais utilisés dans le cadre des ripostes Covid, qui doivent intégrer vraiment de façon intense cette sensibilisation par rapport à cette activité de dépistage massif par rapport au diabète et à l'hypertension. Docteur vous a dit, on a mis à la disposition des structures, beaucoup d'équipements, et qui vont rester des biens pour ces structures-là bénéficiaires. Mais un élément important, la question que vous avez posée, mais c'est mieux aussi que la population connaisse exactement, comme c'est une émission qui sera suivie, je pense, par un grand nombre, que la population sache exactement quelles sont ces structures. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est très important. Je commencerai par la structure que mon co-débatteur a dit tout à l'heure, docteur, de la communication. Nous avons les grands hôpitaux, qui sont l'hôpital général de référence que nous appelons ex-Mamaïmo, donc il y a un point focal là-bas qui s'occupe de cette activité de dépistage. Je prends l'hôpital Saint-Joseph, qui est connu, qui est la deuxième structure, et au niveau de l'IMET, il y a une autre structure qu'on appelle Centre Éducation, Diabète et Santé, qui est au niveau de Saint-Raphaël. Donc, à la première rue, boulevard, petit boulevard, il y a une structure. Les gens peuvent passer là-bas, on les dépiste et ils sont pris en charge. La quatrième structure, c'est la structure de l'armée d'Issali. Vous savez que les confessions religieuses se sont tout le temps investies. L'OMS et l'UNICEF ont mis à la disposition de la population des affiches, des dépliants, pour que quand une personne vient se faire dépister, on lui remet quand même un document par rapport à la sensibilisation au Covid-19. Là, c'est toujours dans le volet sensibilisation. Donc, je demande au niveau des zones de santé, le message que j'ai à faire, que les relais communautaires, qui sont des relais utilisés dans le cadre des ripostes Covid, qui doivent intégrer vraiment de façon intense cette sensibilisation par rapport à cette activité de dépistage massif par rapport au diabète et à l'hypertension. Docteur vous a dit, on a mis à la disposition des structures, beaucoup d'équipements, et qui vont rester des biens pour ces structures-là bénéficiaires. Mais un élément important, la question que vous avez posée, mais c'est mieux aussi que la population connaisse exactement, comme c'est une émission qui sera suivie, je pense, par un grand nombre, que la population sache exactement quelles sont ces structures. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est très important. Oui. C'est qu'on appelle Saint-Sacrement. Et puis, il y a le centre Mangaï, au niveau de Rond-Point Victoire, ça va? Donc, et puis, je l'ai oublié, le centre hospitalier qui Saint-Saul. Donc, il y a un point focal là-bas qui s'occupe de cette activité de dépistage.
Je prends l'hôpital Saint-Joseph, qui est connu, qui est la deuxième structure, et au niveau de l'IMET, il y a une autre structure qu'on appelle Centre Éducation Diabète et Santé. Ça va? Alors, je voulais attirer aussi l'attention, si vous le permettez. Cette activité va se passer pendant 3 mois. Et après 3 mois, c'est pourquoi j'ai fait un plaidoyer au niveau de notre ministère mère, le ministère de la Santé, à travers notre ministre de la Santé, qui puisse quand même appuyer, à travers le gouvernement, qu'on appuie le diabète, qu'on appuie l'hypertension. Parce que ce sont 2 pathologies, ce sont 2 programmes qui ont été longtemps ignorés, et je pense que c'est l'occasion qu'ils puissent quand même faire un effort pour pouvoir ressusciter ces programmes, et que ces 2 programmes puissent vraiment jouer ce qu'ils doivent faire comme travail au niveau du pays. Parce que beaucoup de diabétiques se plaignent. Hein. Docteur, pourquoi les personnes vivant avec les VIH sont prises gratuitement? Pourquoi les tuberculeux sont pris gratuitement? Pourquoi dans les paludismes, beaucoup de médicaments sont donnés gratuitement? Et nous, les diabétiques, nous sommes sacrifiés. Et nous, les hypertendus, nous sommes sacrifiés. Or, vous savez que ce sont des molécules qui coûtent cher. L'insuline, les antidiabétiques oraux, les antihypertenseurs, ce sont des molécules qui coûtent cher. Et le patient doit recevoir ces produits chaque jour. Si l'État ne fait pas un effort, subventionner tous ces produits, je pense que ça sera très lourd et très difficile pour nos patients. Oui, excusez-moi de prendre la parole sans que vous ne me l'ayez accordé. Je voulais juste apporter un rectificatif parce que vous avez dit que l'hypertension et le diabète exposent plus à la Covid. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous sommes tous exposés, nous sommes tous à risque de Covid. Mais l'hypertension et le diabète exposent plus au développement de formes sévères et à la mort, à la létalité. Donc, au-delà de la sensibilisation, j'aimerais souligner le fait que nous devons tous, quelque part, nous engager dans la lutte contre la Covid et dans la lutte contre les 2 maladies dont mes collègues représentent les programmes nationaux qui s'en occupent. Dans la mesure où probablement nous avons tous un membre de famille diabétique, un membre de famille hypertendu, ou au moins nous connaissons tous un diabétique ou un hypertendu quelque part. Donc nous avons besoin, au-delà de la simple sensibilisation, que tout le monde puisse s'engager. Et s'engager veut dire prendre conscience que nous sommes face à un risque, et face à ce risque, nous ne pouvons pas rester bras croisés. Par rapport à la Covid, nous devons mettre en œuvre les mesures barrières. Mais par rapport au diabète et à l'hypertension, nous devons en parler. Et nous devons convaincre ceux de nos membres de famille, ceux de nos collègues qui se cachent, qui ont peur d'aller se faire dépister. Parce que c'est une réalité que nous rencontrons. Des personnes, comme vous l'avez dit, qui ont peur d'aller à l'hôpital, non pas parce que le fait d'aller à l'hôpital va les rendre malades, mais probablement parce que le fait d'aller à l'hôpital va permettre de détecter en eux des problèmes de santé qu'ils ne soupçonnaient pas, ou qu'ils soupçonnaient, mais qu'ils ont peur de confirmer. Donc il faut que nous tous, nous puissions nous engager au-delà des zones de santé et des relais communautaires, au-delà des médias qui diffusent les spots et les messages. Chacun d'entre nous a une responsabilité par rapport à la lutte contre la Covid et à la lutte contre les 2 maladies, les 2 comorbidités qui nous ont réunis ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, docteur, je vous remercie tous de vous être prêtés à cet exercice. Je remercie aussi ceux qui ont pris leur temps pour pouvoir nous suivre. Comme on dit toujours en médecine, prévenir vaut toujours mieux que guérir. Portez-vous bien, soyez en bonne santé, protégez-vous de la Covid-19 et à très bientôt. Au revoir.